Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 1er août 2020 et dans cette vidéo on va parler des nouveautés qui vont arriver dans la révision 33 de Fedora qui est attendue à l'automne 2020. Alors depuis un certain nombre de jours, voire quelques semaines, il y a un certain nombre de changements qui sont validés pour être appliqués dans la version 33 de Fedora. Et un certain nombre de sites internet qui parlent d'informatique, de Linux ou même de technologie en général rapportent certaines de ces nouvelles choses qui vont arriver dans Fedora 33. Et vous avez été nombreux sur Telegram, que ce soit en privé ou sur le canal Linuxtrix Informatique, dans les commentaires sur YouTube, coucou JR Dallas, et éventuellement sur Twitter, à m'avoir demandé « Ah dis donc Adrien, qu'est-ce que tu penses de ça ou ça comme nouveauté dans Fedora 33 ? On aimerait bien ton avis. » Eh bien, je vais vous donner mon avis et on va voir ensemble ici aussi quelles sont les principales nouveautés de la version 33 de Fedora. Alors juste avant, on va afficher la feuille de route de Fedora 33 parce que Fedora 33, c'est une nouvelle révision qui va sortir, mais une nouvelle révision qui sort, c'est pas juste comme ça, hop, une date de sortie, et puis waouh, super, on a une nouvelle version. Non, c'est toutes ces étapes, c'est ces 24 étapes qui sont décrites dans cette feuille de route, dont je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ici, il y a certes l'étape numéro 20 qui vous intéresse le plus, à savoir la sortie finale de Fedora 33, qui sera comprise entre le 20 et le 27 octobre. Alors pourquoi entre le 20 et le 27 ? Parce que Fedora, ça sort quand c'est prêt. Il se donne une fourchette au niveau de la date. Bien sûr, la première date de cette fourchette, c'est la sortie préférée de Fedora 33, mais il se donne jusqu'à 7 jours de plus, pour la simple et bonne raison, c'est que s'il y a des problèmes assez bloquants, ce qui sont notés dans le Bugzilla sous Release Blocker, donc ils portent bien leur nom, bloqueur de sortie, ça va être des bugs qui vont répertorier des choses très graves, corruption de données, ça rend le système non fonctionnel, l'installation en dual boot par exemple avec un autre système va effacer une partition qui n'aurait pas dû. Ou par exemple, en autre problème assez grave, on pourra avoir des problèmes de sécurité très graves, mais aussi un processus de mise à niveau, parce que dans tous les tests qui sont faits, il y a des journées de tests, dont celle de la mise à niveau, et donc si toutes les mises à niveau foirent pour une raison X ou Y et rendent un système instable, eh bien ça c'est aussi un motif de report de sortie. Donc voilà pour la sortie. Ce qui peut vous intéresser aussi, c'est la sortie de la version bêta. Donc pareil, il y a la sortie préférée et puis bien sûr 7 jours plus tard, voilà, ils se laissent le même processus en cas vraiment de problème majeur. Ils ne sortent pas une bêta si c'est une bêta certes, mais il faut qu'elle soit un minimum stable de ce côté-là. Donc la bêta, elle est prévue pour le 15 septembre, entre le 15 et le 22 septembre. Et si vous voulez vous amuser à tester Fedora 33, je vous conseille de tester à partir du 11 août, voilà, 8 c'est août, à partir du 11 août, donc au moins à partir du 15 août, puisque là, à partir du 15 août, en fait, Fedora 33 aura complètement sa branche de développement dédiée, puisque là, maintenant, si on travaille, même si c'est affiché Fedora 33 en fait sur les divers outils pour afficher la version, en fait on est toujours sur la version de développement en publication continue raw wide. Et donc là, à partir du 15 août, on est sûr d'être vraiment sur la branche 33 et les bugs qui seront reportés pour la version 33 de Fedora. Et bien sûr, comme d'habitude, chez Fedora, 4 semaines après la sortie finale, eh bien, il déclare la version N-2 comme étant en fin de vie, end of life, ici EOL. Donc Fedora 31 en fin de vie, 4 semaines après la sortie de la version 33. Donc ça, c'est comme d'habitude chez Fedora. Donc, pas de panique, je vous mets le lien ici. Et donc, on va aller voir rapidement là quels sont les changements ici. Donc, vous voyez, il y en a un sacré paquet, il y en a 36 des changements. Alors bon, il y a 36 changements, mais certains changements sont pas, sont pas majeurs, vont pas nous... Enfin, si, ils sont majeurs, mais parce qu'ils sont répertoriés comme des changements, mais ils ont un impact sur le système, sur la distribution, mais nous, en tant qu'utilisateurs, certains, on s'en fiche un peu. Par exemple, vous voyez ici, binutils,
qui passe en 2.34, bon bah de 2.33, 2.34, c'est noté ici parce que BinUtils, ce sont quand même des outils qui sont là au cœur du système et qui sont importants, ils font partie des composants de base, comme GCC, le compilateur fait partie des composants de base, donc ça c'est important de le noter, mais par contre vous ne verrez pas une nouveauté qui sera une nouvelle version de LibreOffice, ça en soi c'est pas très important, quoi. Et surtout, ces changements, ils sont valables aussi bien sur la version desktop, workstation, donc la version de bureau, bureautique, graphique, que la version serveur. Alors là, ici, une des nouveautés sur laquelle on va s'arrêter, c'est celle-ci, Make BTRFS the default file system for desktop variants. Donc, je traduis en français, même si c'est pas trop compliqué à comprendre, faire de BTRFS le système de fichiers par défaut pour les serveurs de bureau. Ça veut dire que Fedora Workstation 33, quand vous allez prendre le CD, enfin le DVD, que vous allez installer sur un système tout propre, eh bien BTRFS vous sera proposé comme système de fichiers par défaut. Aujourd'hui, jusqu'à la version 32, c'est LVM plus EXT4 qui est proposé par défaut. Sur la version serveur, c'est LVM plus XFS, et donc pour la version 33, la version serveur sera toujours avec du LVM plus du XFS, c'est noté ici, mais les versions de bureau auront BTRFS comme système de fichiers par défaut. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. Juste, j'en profite pour dire que certes, c'est par défaut, mais vous pourrez toujours sélectionner à l'installation LVM plus EXT4 ou LVM plus ce que vous voulez, ou des partitionnements classiques. Et si vous êtes avec la version 32 de Fedora et que vous faites la mise à niveau, ou que vous réinstallez tout propre mais sur vos partitions actuelles, bah bien sûr, vous n'aurez pas BTRFS. Hein. En conservant les données, vous réutiliserez les partitions que vous aviez avant. Alors, ce choix, c'est vrai qu'il est assez étrange de la part de Fedora. Je trouve ça assez étrange aussi. Donc, vous voyez, ça a été validé le 20 juillet. Alors, c'est assez étrange. Pourquoi? Bah parce que Red Hat, et donc ça s'est répertorié aussi dans CentOS, a déprécié le support de BTRFS. Donc, vous le savez, Red Hat a comme distribution mère Fedora, et Fedora, en fait, sert à Red Hat pour implémenter de nouvelles technologies en vue de les utiliser sur sa version commerciale qu'est Red Hat. Et donc, on a vu dans Fedora DNF, on a vu dans Fedora les modules, on a vu dans Fedora Wayland, et tout ça, ça a été repris dans la Red Hat Enterprise Linux 8. Cependant, Red Hat 8 a fait une croix sur BTRFS, sauf que là, on l'a par défaut. Alors, je rappellerai plus tard, BTRFS, moi j'ai une mauvaise expérience de BTRFS pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai utilisé en production sur une CentOS avant que ce soit déprécié par Red Hat, et en fait je me suis retrouvé avec un système de fichiers corrompu, donc là ça m'a posé légèrement problème quand même. Et donc, la résolution du problème de ce système de fichiers BTRFS corrompu n'a pas pu se résoudre avec une réparation de celui-ci avec les outils BTRFS, bah non. Donc, j'ai dû restaurer la machine virtuelle VMware à la nuit, hein, où la sauvegarde s'était faite, et j'ai ajouté un nouveau disque VMware, et puis j'ai refait une partition EXT4, et j'ai transvasé toutes les données de cette partition BTRFS, pour laquelle j'avais peur que les données se corrompent, pour me remettre sur de l'EXT4, qui pour moi est un système de fichiers stable +++, enfin bref, il n'y a aucun problème à se poser là-dessus. Donc, moi, je reste fervent utilisateur de LVM et de BTRFS. Cependant, ça, ce que je vous dis, c'était fin 2017, début 2018. Depuis, BTRFS s'est quand même largement stabilisé. Moi, je l'avais utilisé pour avoir la compression, la déduplication et les snapshots. 2017-2018, les fonctionnalités de... les fonctionnalités de RAID de BTRFS n'étaient pas encore tout à fait stable, donc c'était pas ça que j'utilisais. Je pense qu'aujourd'hui ça l'est suffisamment. Calculate Linux, la distribution que j'utilise et qui est utilisée beaucoup en Russie sur certaines sociétés, si vous me suivez vous le savez, hein, depuis le temps que je vous bassine avec ça, ils ont passé il y a à peu près 1 an et 1 an et demi toute leur infra avec BTRFS
et les outils de compression de BTRFS, toutes leurs baies de stockage, les 64 Tera là, que me disait Alexander, ils ont utilisé du BTRFS, donc ils doivent faire confiance à BTRFS. Et je pense que ça fonctionne bien puisqu'il y a d'autres systèmes Linux qui utilisent BTRFS par défaut comme OpenSUSE. Et je suppose que SUSE Linux Enterprise l'utilise aussi. Donc bon, ils font le choix de mettre ça par défaut. Moi je suis pas fan parce que c'est vrai que j'aime bien les outils qui marchent. Et puis ça me perturbe un peu de voir un nouvel outil faire son entrée, un petit peu comme Ubuntu fait son entrée avec ZFS. Bon, Fedora fait le choix de BTRFS, à voir ce que ça va donner, mais s'ils font le choix, c'est que c'est relativement stable, et puis les périodes de bêta vont permettre de débugger tout ça. Alors voilà, moi je suis pas fan, ils font ce choix-là, c'est que ça doit être stable. Après, bon, c'est assez curieux comme choix de ce côté-là. Ensuite, on va descendre un petit peu. Donc là, bon, il y a des trucs, bon, ça, on s'en fiche un peu. Boost 1.73 upgrade, ça ne nous concerne pas. En tant qu'utilisateur final, pareil, glibc, c'est comme tout à l'heure Binutils, hein, ça fait partie de la toolchain, des outils de compilation du système de base. Donc bon, c'est noté parce que voilà, il note les gros changements de cela, ça impacte sur les paquets qu'il va falloir recompiler, mais voilà, donc ça s'intéresse pas trop. Ils vont nous mettre Java 11 OpenJDK comme ici JDK, enfin comme toolkit Java. Donc voilà, ça peut intéresser pour ceux qui utilisent Java. L'LVM 11, on s'en fiche. Il y a un module qui va répertorier les paquets obsolètes. Donc ça va être assez intéressant pour plus tard. Ça veut dire que quand on va mettre à niveau son système Fedora, eh bien ce module va repérer les paquets obsolètes et pourra éventuellement corriger les problèmes de mise à niveau quand il y a des paquets qui disparaissent au fur et à mesure des versions. Donc ça sera géré par ce module DNF, donc ça, ce sera cool. Ça nous intéresse pas. Network Manager, Node.js pour les développeurs, si ça vous intéresse, vous aurez un Node.js 14 par défaut. OpenLDAP, ok. Perl 5.32, c'est intéressant. Python en version 3.9 par défaut, hein, donc il passe de Python 3.8 à Python 3.9, cool. Device Mapper Multipath, ce sera enlevé des Live CD Workstation. Bon, ça, c'est pas très grave, c'est plus utile sur un serveur, ça. Quand Multipath, c'est pour quand vous avez en fait plusieurs ressources que vous devez gérer, enfin une même ressource mais gérée par des points d'accès différents. Donc ça, c'est plutôt utilisé sur des serveurs quand vous voulez gérer une ressource mais par un ou l'autre serveur, du NFS, tout comme ça. Bon, c'est plus utilisé sur du serveur, Multipath IO, donc ça, bon, voilà, sur la partie workstation, bon, ok, ils vont y enlever ici, de ce côté-là, ça fera un peu de place. Ils enlèvent glibc headers. Donc ça, on s'en fiche. Les services seront redémarrés à la fin des transactions RPM. Donc ça, c'est bon de noter, puisque ici, certains RPM qui vont mettre à jour, par exemple, OpenSSH ou des services, eh bien, pourront redémarrer certains services qu'ils mettent à jour eux-mêmes. Oh, ce téléphone. Voilà, RPM 4.16 qui sera mis à jour, ok. On a quoi d'autre? Bon, on a, voilà, une nouveauté qui peut nous intéresser, c'est Swap sur ZRAM. Alors, ça, j'en ai longuement parlé avec Calculate Linux, puisque Calculate Linux a utilisé par défaut ZRAM au début de l'année 2020 dans sa version 20.6. Donc ça, c'est génial, puisque en fait, au lieu, quand vous avez plus guère de mémoire RAM, j'en ai longuement parlé en vidéo, je vous mettrai les vidéos dans le descriptif aussi, mais en fait, quand vous avez plus assez de mémoire vive sur votre système, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre système, il va swapper. Donc, il va écrire les données les moins sollicitées dans la mémoire RAM, qui sont dans la mémoire vive. Il va écrire ça sur une partition ou un fichier swap, donc sur le disque. Si vous utilisez un SSD, ça l'use. Si vous utilisez un HDD, donc un disque mécanique, votre système va vraiment ramer quelque chose de sévère, puisque les écritures sur les disques mécaniques sont beaucoup plus longues que de l'écriture en RAM. C'est d'ailleurs pour ça que la RAM coûte plus cher que le disque. Et donc, pour pallier à ça,
eh bien, ils vont activer la compression de la mémoire via un périphérique ZRAM. Et donc, ici, le système n'utilisera plus par défaut de partition swap. Donc, c'est une bonne chose, je trouve que c'est une bonne chose, même sur des ordinateurs peu puissants. Dans tous les cas, quand vous swappez, c'est déjà trop tard. Donc, solliciter le processeur qui va quand même plus vite à compresser dans la mémoire ou écrire sur le disque, je pense que même sur des vieilles machines, ZRAM est plus efficace que de l'écriture sur disque, même si c'est un SSD. Donc ça, c'est intéressant comme choix. Et surtout, ça vient, je suppose, en complément avec l'idée qu'ils avaient de faire BTRFS comme système de fichiers par défaut, parce que comme ça, l'installation fera une partition boot EFI, une partition boot séparée. Je ne sais pas si Grub lira BTRFS, lit BTRFS par défaut sans souci. Je verrai avec la version bêta, je ferai les tests. Et comme ça, après, sur tout le reste du disque, vous avez un bloc avec BTRFS et on se casse plus la tête avec une partition swap. De ce côté-là, ça compresse dans la RAM, c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est bon. Ça, hein. Même si on n'avait pas non plus de BTRFS ou autre, je pense que ça aurait pu être activé depuis un petit moment déjà. Et c'est, ma foi, fort sympathique comme fonctionnalité. Donc ça, cool. Ensuite, Fedora utilise systemd comme système d'initialisation, on le sait très bien. Et donc, ici, il va y avoir un petit changement puisque systemd resolve D sera activé par défaut et donc la résolution DNS se fera directement grâce à ce service systemd resolve D. Voilà, donc la résolution des noms d'hôtes vers les adresses IP, tout ce qui est DNS sera géré par ce service systemd et ne sera plus géré par le bon vieux fichier resolve.conf qui était géré par Network Manager. Alors qu'est-ce que j'en pense de ça? Eh bien encore une fois de plus, je ne suis pas d'accord à ce que systemd gère le réseau. Voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Et même si c'est Fedora, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, ils font ça, il faudra qu'on s'y mette, écoutez, hein, on n'a pas trop le choix de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est pour la petite partie ici. Mais pour le moment, Network Manager reste le gestionnaire réseau par défaut. Donc, ici, ils vont utiliser l'utilitaire update alternative qu'on retrouve sur Debian pour les outils C et C++, voilà. Donc, comme ça, on pourra gérer ça par des liens symboliques avec l'outil update alternative. On a, donc ça c'est plus pour les packagers, hein, mais il va y avoir un make build et make install des nouvelles macros. Donc là, il y aura du changement là-dessus. Nouveau changement, pas des moindres, surtout ceux qui vont utiliser les versions serveur, mais Nano sera l'éditeur de texte par défaut en ligne de commande. Et oui, VI va disparaître pour être remplacé par Nano. Voilà, il y a un gros blanc, hein, d'accord. Bon, je suis un utilisateur de VI et de Vim pour avoir quelques petites choses en plus. Donc moi, j'utilise pas Nano, donc ça me posait pas de problème. Là, l'éditeur Nano sera par défaut. Voilà, donc ils nous disent que bah voilà, Nano c'est cool hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques pour l'utiliser. Donc là, c'est juste une histoire voilà, d'outils plus simples à utiliser que VI. Bon, très bien. Ils nous mettent ça par défaut. En plus, Nano est sorti dans sa version 5, je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc bon, c'est cool. Après, si vous êtes comme moi, adepte de VI, eh ben, vous supprimez Nano, vous remettez VI et ça, rien ne vous en y empêche. Voilà. Vous pouvez même garder Nano hein, pour quelques kilo-octets pris sur le disque. Ça ne va pas vous embêter réellement. Ensuite, il y a la suppression de Zenata, donc ça on s'en fiche. Et puis là, ils vont utiliser LTO par défaut hein, pour la construction des paquets. Voilà. Donc ça nous intéresse pas trop. Bon, il y a 2-3 bricoles ici qui peuvent être intéressantes. Non, je sais pas. Ils vont refaire des images cloud. Ok. Il y aura un fond d'écran pour le Fedora Workstation qui sera animé. Voilà. Le fond d'écran sera animé par défaut en fonction de l'heure de la journée. Ça, c'est un petit peu comme le faisait Mandriva.
Mandriva à l'époque en 2005-2010, hein, ils avaient 4 fonds d'écran assez clairs, un thème bleu clair pour la journée, bleu foncé pour la nuit, et en fait avec les fonctionnalités de GNOME dont je vous avais déjà présenté dans une vidéo pour faire des fonds animés, eh bien ils utiliseront ça par défaut avec le background, le wallpaper, je vais trouver le mot en français, le fond d'écran par défaut, voilà, ils le mettront animé dans Fedora au fur et à mesure de l'heure qui sera courant de la journée. Donc ça, bon, c'est juste du graphique, c'est joli, mais ce sera fait. Ils vont déprécier un certain nombre de modules, et puis, donc ils vont activer dans la Spin KDE, donc ça a été activé dans la version 32 de Fedora pour la version GNOME, la version Workstation. Ici, bah voilà, c'est noté. Ils ont ajouté un service qui s'appelle Early Home. Donc quand vous êtes à court de mémoire vive, eh bien il envoie un signal d'extinction propre, puis si la situation s'aggrave, un signal assez violent pour couper le processus qui prend le plus de mémoire avant de bloquer le système. Donc ça, c'est le service Early Home. Eh bien, il sera activé dans la Spin Fedora KDE. Voilà, donc ça, ce sera adopté dans la prochaine version de KDE. C'est noté. On aura une nouvelle version de Elixqt en version 0.15. Les fichiers repos pour les dépôts modulaires, eh bien, seront séparés, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un fichier repos où dedans il y a les adresses des dépôts modulars, eh bien ils vont créer un fichier spécifique. Donc ça change rien pour nous, mais voilà, les dépôts seront gérés avec plus de fichiers ici. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent? Ça fait déjà presque 20 minutes que je parle. Ok, donc on va voir s'il y a des trucs qui sont intéressants. Ils vont retirer le paquet Python 2.6. Ok, 2.7, je crois que ça a été retiré. Il retire le module Python 3.4 et voilà. Et ça peut intéresser éventuellement les utilisateurs de PC portable. Mais ici, on va finir avec ça. Mais il y aura une meilleure gestion de la température pour Fedora Workstation. Donc fini les ordinateurs qui chauffent un peu trop sur les genoux si vous mettez votre ordi portable sur les genoux. Mais il y aura une gestion de la température pour les processeurs Intel qui devrait être un petit peu mieux géré avec l'inclusion du logiciel ThermalD. Voilà, et ben on a fait à peu près le tour de tous ces changements de Fedora 33, en tout cas ceux qui nous intéressent le plus en tant qu'utilisateur. Vous avez eu mon avis sur ZRAM BTRFS qui sont deux changements assez importants là-dedans. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez? N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de Fedora. Qu'est-ce que vous pensez vous aussi de l'ajout de BTRFS par défaut? Qu'est-ce que vous pensez de systemd resolved par défaut pour gérer la résolution DNS? Qu'est-ce que vous pensez de ZRAM? Peut-être vous l'utilisez déjà. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. On se fera un plaisir d'y lire et d'y répondre, mais ce de manière un petit peu détendue parce que jusqu'au 15 août, la chaîne va être un petit peu en balbutiement. C'est les vacances pour moi. Et donc, je serai un peu moins présent sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas une réponse de ma part dans la journée de fête. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!